Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode des podcasts LM proposés par la plateforme Les Musulmans. Des podcasts pour découvrir, se cultiver et s'inspirer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans ce 10e podcast des podcasts LM, donc proposé par la plateforme Les Musulmans. Quant à moi, je suis donc Ayoub Mathieu, responsable de la plateforme de l'humanitaire, et je serai votre hôte pour ce nouveau podcast. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à une thématique de notre époque, à une thématique dramatique, à une situation qui doit nous interpeller, mais qui est trop peu connue. Et cette situation, c'est celle de la communauté des Ouïghours, cette minorité ethnique religieuse vivant sur le territoire de la République populaire de Chine et qui, en raison de son appartenance religieuse à l'islam, subit persécution, discrimination et même violation de ses droits les plus élémentaires. Alors il y a certes eu ces derniers mois un regain d'attention sur le sort de la communauté ouïghour en raison de certains événements médiatiques, mais on est bien loin de l'indignation que mérite cette situation. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de la situation des Ouïghours seulement maintenant ? C'est tout simplement parce que l'ONU a publié le 31 août 2022 un rapport qu'elle a intitulé « Évaluation du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur les préoccupations en lien avec les droits humains dans la région du Xinjiang, région autonome ouïghour, au sein de la République populaire de Chine ». Donc l'ONU publie ce rapport officiellement le 31 août 2022 et à l'apparition de ce rapport me vient tout de suite l'envie d'en faire un podcast. Quand j'approche ce rapport, je m'attends à avoir une description des traitements que subissent les Ouïghours dans la République populaire de Chine, et à la lecture du rapport, je découvre un rapport extrêmement riche, extrêmement dense, et surtout un rapport qui s'intéresse au mécanisme de la persécution. Comment est-ce que la République populaire de Chine est parvenue à légitimer et à justifier l'ensemble de ces violations des droits élémentaires, des droits fondamentaux, par la loi. Et donc l'ONU fait un travail remarquable dans ce rapport à démontrer par quel processus est-ce que une nation parvient à persécuter une minorité en le justifiant avec ses lois et avec des mesures d'exception. Donc ce rapport est extrêmement dense, extrêmement riche comme je l'ai dit, et c'est pourquoi on va vraiment, en tout cas je vais vraiment me limiter à traduire ce qui est mentionné dans le rapport, puisque le rapport a été publié en anglais, et à résumer de façon très brève et très succincte les faits, analyses et conclusions qui sont exposés par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans ce rapport. Et je vais écarter toute analyse personnelle, en tout cas le moins possible, bien qu'il y ait beaucoup à dire et à développer sur la base de ce qui est rapporté dans ce rapport. Pour introduire ce rapport, je vais revenir au site de l'ONU, donc, qui nous dit que l'évaluation est fondée sur un examen rigoureux des documents dont dispose actuellement le Haut Commissariat, dont la crédibilité est évaluée conformément à une méthodologie normalisée en matière de droits de l'homme. Les informations ont été évaluées au regard du droit international des droits de l'homme et s'appuient sur le travail de plusieurs mécanismes des droits de l'homme des Nations Unies. Donc là, l'ONU nous explique simplement que la manière dont a été rédigé et dont ce travail a été fait par les différents organes des Nations Unies n'est pas un parti pris. Ils utilisent des méthodologies, ils utilisent des méthodes propres aux Nations Unies, c'est-à-dire neutres, impartiales, sans parti pris, pour analyser la situation des Ouïghours en République populaire de Chine. Donc le HCDH, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, on va tout au long du rapport le nommer par le HCDH. Donc le HCDH a également demandé des informations et mené un dialogue et des échanges techniques avec la Chine tout au long du processus. Et il y cite notamment à plusieurs reprises des notes blanches. Donc des notes blanches, ce sont des notes brèves d'une page le plus souvent, non signées, émanant généralement d'un service de renseignement et rédigées à l'attention des hauts responsables d'un gouvernement ou d'une administration. Des témoignages de victimes ou de leurs familles ont également été conduits dans le cadre de ce rapport. Intéressons-nous maintenant à la construction de ce rapport. Donc ce rapport, il est réparti en 8 chapitres, et chaque chapitre contient différents articles. Il est énoncé sous forme d'articles. Le rapport contient 153 articles et fait 48 pages. Voilà. Donc, je vais énoncer les 8 chapitres principaux. Chaque chapitre, après, contient des sous-chapitres et on reviendra dessus tout au long du podcast, Inch'Allah. Donc, le premier chapitre nous présente une introduction.
Le deuxième chapitre s'intéresse au contexte historique. Le troisième chapitre va s'intéresser au cadre juridique et politique dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Le quatrième chapitre s'intéresse à la question de l'emprisonnement et aux autres formes de privation de liberté. Le cinquième chapitre s'intéresse aux conditions et traitements dans les centres de rééducation et de formation professionnelle. Le sixième chapitre s'occupe des autres préoccupations liées au respect des droits de l'homme. Le septième chapitre s'intéresse à la séparation des familles et aux représailles. Et le huitième chapitre est une évaluation globale et des recommandations générales qu'adresse l'ONU à différents intervenants, à différents acteurs. Donc comme je l'ai dit, on va se limiter à résumer, à traduire et à résumer très brièvement les idées et les faits et les analyses qui sont exposés par l'ONU dans ce rapport. Et on va éviter des analyses personnelles pour qu'on reste vraiment factuel sur la situation des Ouïghours et vous puissiez avoir une vision factuelle telle que l'ONU l'a rapportée de la situation des Ouïghours. Donc on rentre dans le vif du sujet, commençons avec le premier chapitre, l'introduction, dans lequel, dans le premier article, l'ONU nous précise que en fin d'année 2017, le HCDH a commencé à recevoir de plus en plus d'allégations de la part de différents groupements de civils issus de la communauté ouïghour ou autres minorités ethniques. Donc là, le rapport précise que les autres minorités ethniques sont les Kazakhs, les Ouzbeks ou la communauté des Hui. Un peu plus loin dans l'article 1, donc, le rapport mentionne que en 2018, une cellule de l'ONU spécialisée sur les cas de disparition forcée ou involontaire a alerté sur une augmentation dramatique du nombre de cas rapportés dans la région du Xuar. Donc le Xuar, c'est le Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Et on va utiliser l'appellation Xuar tout au long du rapport pour faire référence à cette partie de la Chine qui abrite, on va dire, la minorité ethnique des Ouïghours. Donc, la cellule spécialisée sur les disparitions forcées ou involontaires a rapporté une augmentation dramatique du nombre de disparitions ou d'enlèvements, avec l'apparition de camps de rééducation initiés par le gouvernement de la République populaire de Chine. Donc, en 2018, l'ONU est alertée sur l'apparition et sur l'existence de camps de rééducation sur le territoire de la République populaire de Chine. Le rapport poursuit « De nombreuses recherches et investigations publiées depuis par diverses organisations non gouvernementales, think tank, donc des groupes de réflexion, des médias ou témoignages publics de victimes ont fait émerger des accusations de détention arbitraire à grande échelle dans des dénommés camps, mais aussi des accusations de torture, de mauvais traitements, incluant des violences sexuelles, travaux forcés et autres. » Donc là, l'article 1 nous donne un peu le paysage global, c'est-à-dire l'ONU qui est alertée sur des allégations à l'encontre de la communauté ouïghour, et également sur une augmentation des disparitions et sur l'existence de ces camps de rééducation. Également, d'autres structures telles que des think tanks, des ONG ou des médias font remonter des témoignages ou des accusations à l'encontre de la République populaire de Chine sur l'existence notamment de camps de rééducation. L'article 2 mentionne que le Comité des Nations Unies pour l'éradication des discriminations raciales a alerté sur un nombre croissant de détentions de membres de la communauté ouïghour et autres minorités ethniques sous le prétexte de lutte contre le terrorisme ou la prévention de l'extrémisme. Plus loin dans l'article 2, il est mentionné que le gouvernement a affirmé que ces centres d'enseignement et de formation professionnelle sont destinés à des personnes ayant commis des petits délits. Et ça, on va y revenir plus tard, puisque la notion de petit délit et délit majeur est utilisée par le gouvernement dans le cadre de ces mesures de sanctions. Donc le gouvernement a présenté ces centres comme une stratégie pour contrer le terrorisme et prévenir la radicalisation dans le Xuar, tout en contribuant au développement, la création d'emplois et l'allègement de la pauvreté dans la région. Donc là, dans l'article 2, on est aussi face à des informations importantes, puisque ça mentionne la détention de membres de la communauté ouïghour dans des camps de rééducation, qu'ils appellent des centres des centres d'éducation et de formation professionnelle, et que cela est fait au nom de la lutte contre le terrorisme ou la prévention de l'extrémisme. Puis la fin de l'article 2 nous informe sur donc déjà les intitulés des motifs de condamnation, donc petit délit, délit majeur, mais on y reviendra plus tard, mais surtout que c'est une stratégie pour contrer le terrorisme et prévenir la radicalisation dans le Xuar, tout en contribuant au développement, à la création d'emplois et à l'allègement de la pauvreté dans la région. Donc ça c'est intéressant et on y reviendra aussi plus tard dans le rapport, c'est que la question économique revient à plusieurs reprises dans cette évaluation de l'ONU et dans les arguments
de la République populaire de Chine pour justifier aussi ces agissements à l'encontre de la communauté ouïghour. Donc on enchaîne avec le deuxième chapitre de ce rapport, donc le contexte historique. Donc dans l'article 9, il est mentionné que le Xuar est la région la plus vaste qui couvre 1/6 du territoire total, et que ce territoire est riche en ressources comme le charbon, le gaz, le pétrole, le lithium, le zinc et le plomb. Le Xuar partage aussi des frontières avec l'Afghanistan, l'Inde, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, la Mongolie, le Pakistan, la Russie et le Tadjikistan. Donc cette région offre également un accès important vers les marchés d'Asie centrale et au-delà. Donc ça c'est un élément aussi très intéressant et très important à retenir dans la compréhension de cette situation dramatique que vivent les Ouïghours, c'est que le territoire sur lequel ils vivent est déjà un territoire qui prend une place importante sur le territoire de Chine, mais aussi que c'est un territoire qui est extrêmement riche en ressources naturelles. Pour reciter le rapport, donc ce territoire est riche en ressources comme le charbon, le pétrole, le lithium, le zinc et le plomb. Donc son sol est très riche. Mais en plus de ça, la région du Xuar est la porte vers les marchés d'Asie centrale et au-delà. Donc vous imaginez bien que toute cette région-là est stratégiquement importante pour la République de Chine, pour tout ce qui est de son développement économique. Donc ça c'est un élément à garder en tête, puisque que ce soit dans des conflits présents ou des conflits passés, on sait que la question économique et la question des ressources naturelles sont parfois des raisons de déclencher des conflits ou des oppressions. Poursuivons avec l'article 12, dans lequel le rapport mentionne que, en juillet 2009, une émeute éclata dans la capitale du Xuar, à Urumqi, à la suite de quoi le HCDH demande une enquête pour connaître les causes de violence survenues lors de cette émeute. Alors là, je vais juste sortir du rapport un petit instant pour rapporter un complément d'information sur ces émeutes, parce que le rapport ne détaille pas vraiment. Je suis juste allé sur Wikipédia récupérer une information, comme quoi les autorités chinoises considèrent que ces émeutes relèvent d'une action criminelle violente préméditée, qui était pensée et dirigée depuis l'étranger et commise par des hors-la-loi au sein du pays. Ainsi, les autorités chinoises accusent des Ouïghours en exil aux États-Unis d'être les instigateurs de ces violences et de les avoir orchestrées. Donc fin de la citation prise de Wikipédia. Juste pour donner le contexte de ces émeutes, donc il y a eu des violences, et l'État chinois considère que ces insurrections sont préméditées, sont provoquées par des Ouïghours en exil aux États-Unis, et que ces soulèvements ont été manigancés. Voilà. Donc ça peut déjà nous donner un angle de vision par rapport aux tensions qu'il peut y avoir entre l'État chinois et la communauté ouïghour. Je reviens dans le rapport de l'ONU, qui mentionne que le gouvernement chinois rapporte qu'entre 1990 et 2016, des forces séparatistes, terroristes et extrémistes ont lancé des milliers d'attaques terroristes dans le Xinjiang, causant la mort de nombreux innocents et de centaines d'officiers de police. Au même moment, l'on rapporte une vague d'engagement des membres de la communauté ouïghour dans des groupes armés en Afghanistan et en Syrie. En 2014, dans la continuité des événements précités, le gouvernement chinois lance ce qu'il nomme la campagne Strike Hard, que je traduis littéralement par la campagne Frapper fort. Cette campagne a pour but de contrer la menace terroriste, qu'il associe à l'extrémisme religieux et au séparatisme dans la région du Xuar. Des notes blanches de 2019 précisent que, depuis 2014, Xinjiang a détruit 1588 groupes terroristes violents, arrêté 12 995 terroristes, saisi 2052 engins terroristes, puni 30 645 personnes pour 4 858 activités religieuses illégales et confisqué 345 229 exemplaires de supports religieux illégaux. Par ailleurs, le gouvernement se félicitera de son approche en justifiant qu'il n'y a plus eu d'incidents terroristes depuis 2016 dans la région du Xuar. Donc là, on va juste reprendre le contenu et la chronologie du chapitre 2 parce que c'est très important de bien avoir ça en tête pour comprendre la suite du rapport. Donc dans l'article 9, au tout début du chapitre 2, l'ONU nous explique que cette région du Xuar est une région qui est importante dans la République populaire de Chine, qu'elle est riche en ressources et qu'elle est la porte vers les marchés d'Asie centrale et au-delà. Ça c'est la première chose, donc l'enjeu économique de cette région-là. La deuxième chose, c'est qu'entre 1990 et 2016, le gouvernement chinois déplore un certain nombre d'attentats dans la région du Xinjiang et qu'en parallèle, on a les guerres d'Afghanistan et le conflit en Syrie qui dure jusqu'à nos jours, qui va mobiliser un certain nombre de membres de la communauté ouïghour qui vont rejoindre ces groupes armés. Et en 2009, une émeute violente pour laquelle le gouvernement chinois
nomme pour responsable des membres de la communauté ouïghour en exil aux États-Unis. En 2014, dans la continuité des événements, le gouvernement chinois lance cette campagne qu'il nomme la campagne Strike Hard, la campagne Frapper fort, pour lutter contre la menace terroriste qu'il associe à l'extrémisme religieux et au séparatisme dans le Xuar. En 2016, le gouvernement se félicitera de son approche en justifiant qu'il n'y a pas eu d'incident terroriste depuis 2016. Sauf que, en 2018, un rapport de l'ONU sort pour dénoncer l'existence de camps de rééducation sur le territoire de la République populaire de Chine. Donc en 2016, le gouvernement se félicite de son approche, mais on apprend aussi en 2018 qu'il y a des camps de rééducation qui existent. Donc voilà, il y a certains événements qui concordent ensemble pour nous donner une meilleure lecture du contexte d'émergence de ces camps de rééducation et de cette oppression et de cette persécution des communautés ouïghours, qu'il est très important de bien garder en tête pour comprendre les mécanismes de la répression. Donc on passe au 3e chapitre, qui est le cadre politique et juridique dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Donc ce chapitre se divise en 4 sous-parties. La première sous-partie, c'est la clarté et la portée des concepts de terrorisme et d'extrémisme ou de radicalisation. La deuxième sous-partie, c'est la méthodologie appliquée pour l'identification des suspects et des personnes à risque. La troisième sous-partie, c'est la portée et la nature des réponses aux accusations de terrorisme et de conduite radicale. Et la quatrième sous-partie s'intéresse à l'élargissement des mesures préventives, d'investigation et de pouvoirs coercitifs, ainsi que le degré de surveillance et de réforme. Donc dans l'article 16 de ce 3e chapitre, il est mentionné que la Chine a développé ce qu'elle décrit comme un arsenal juridique antiterroriste qui inclut des règles spécifiques en termes de sécurité intérieure, de législation antiterroriste, de lois et de procédures contre la criminalité, mais aussi des règlements formels relatifs à la religion et à la déradicalisation. La plupart de ces lois et politiques ont été adoptées ou révisées entre 2014 et 2018 dans le contexte de la campagne Strike Hard. Donc là, l'article 16 nous explique très clairement que pendant la campagne Strike Hard, il y a eu tout un tas de mesures, de lois et de législations qui ont été soit écrites, soit revues pour lutter contre la menace terroriste, l'extrémisme et la radicalisation. Donc on s'intéresse au premier sous-chapitre, la clarté et la portée des concepts de terrorisme et d'extrémisme. Donc dans l'article 17, le rapport mentionne que la loi antiterroriste de la République populaire de Chine et selon les mesures implémentées dans le Xuar pour lutter contre le terrorisme est défini comme tel. Propositions et actions qui créent une panique sociale, qui mettent en danger la sécurité publique, qui s'attaquent aux biens et aux personnes via des organisations nationales ou internationales coercitives, à travers des méthodes violentes et destructrices, d'intimidation, afin d'accomplir leurs objectifs idéologiques ou autres. Tout de suite dans l'article 18, le rapport examine cette définition et nous dit « Certains éléments de la définition sont vagues. Les notions telles que proposition, action sociale et autres objectifs ne sont pas définies clairement et peuvent potentiellement englober une large dimension d'actes qui sont sensiblement éloignés du seuil de gravité et d'intentions démontrables de se livrer à des actes terroristes. Dans ces lois, le terrorisme est détaillé et explicité par une liste d'actes et d'activités. Dans l'article 19, le rapport explique cela en disant « Les activités listées correspondent le plus souvent à des actes compris dans la loi criminelle. Cependant, encore une fois, un certain nombre de ces activités sont définies dans des termes vagues sans apporter d'éléments précis sur leur possibilité de perturber l'ordre social ou autres préjudices sociaux. » Donc, article 17, 18, 19, le rapport nous explique que la notion de terrorisme est définie par des actes, par des mots vagues, des sortes de fourre-tout, et que même ces éléments sont détaillés par des actes qui sont eux-mêmes très vagues. Et l'article 21 va plus loin en nous disant que des préoccupations existent sur le fait que la portée éventuelle de ces définitions ouvre la voie que certains actes de protestation légitime, contestation ou autre activité de défense des droits humains, ou encore que la véritable pratique religieuse puissent être inclus sous la classification de terrorisme ou activité terroriste, et par conséquent, tomber sous la mesure de restriction légale coercitive sur des actes qui sont pourtant protégés par les lois internationales des droits de l'homme. Donc là, le rapport nous explique le fait que la définition du terrorisme est vague, que les actes, les activités qui sont liées au terrorisme sont vagues, et que par conséquent, certains actes de protestation légitimes puissent être condamnés ou puissent être classifiés sous la notion de terrorisme
et donc être soumis à des sanctions, alors que ces mêmes actes sont pourtant protégés par les lois internationales des droits de l'homme. Donc là, on aurait des gens condamnés sous prétexte de terrorisme, alors que les actes pour lesquels ils sont condamnés sont des actes qui sont protégés par les droits de l'homme, comme par exemple la pratique religieuse, comme par exemple des protestations légitimes ou des contestations. Voilà. Article 22, le rapport mentionne que, en relation avec l'extrémisme ou la radicalisation, le service de régulation des affaires religieuses du Xinjiang définit la notion d'extrémisme religieux comme l'altération des enseignements religieux et la promotion de l'extrémisme, tout comme les discours, pensées ou comportements radicalisés, comme la promotion de la violence, la haine sociale ou l'anti-humanisme. Donc là, on a une définition de l'extrémisme religieux donnée par le service de régulation des affaires religieuses dans le Xinjiang. Donc selon sa définition, il interdit les idées, les pensées, les activités, les tenues vestimentaires, les symboles et autres contenus extrémistes, mais donne peu de clarification quant à ce qui les rend extrémistes. C'est-à-dire qu'il dénonce des pensées, des activités, mais ne donne pas de clarification sur quelles sont ces pensées qui sont dangereuses, quelles sont ces pensées qui sont extrémistes, quelles sont ces activités qui sont extrémistes, quelles sont les idées qui sont extrémistes précisément. Et donc on est encore face à un flou, on est encore face à des notions vagues. D'ailleurs, dans l'article 23, donc le rapport cite que la réglementation sur la déradicalisation dans le XUAR définit l'extrémisme comme des propositions et agissements portés par des enseignements religieux altérés ou autres moyens pour inciter à la haine ou à la discrimination et à l'incitation à la violence. Il définit aussi l'extrémisme comme discours ou agissement sous l'influence de l'extrémisme qui propage des idées radicales, qui rejette et entrave la production et les moyens de subsistance coutumiers. Cette réglementation contient également une liste de signes primaires de radicalisation qui devraient tous être interdits, incluant interférer avec la culture et les activités récréatives, rejeter ou refuser des biens et services publics comme la radio ou la télé, répandre des idées fanatiques à travers le port de la barbe ou le choix de prénoms spécifiques, et interférer délibérément ou nuire à la mise en œuvre des politiques familiales. Le rapport continue en précisant que de ce qui précède, il est évident que les lois chinoises et sa politique font systématiquement référence à l'extrémisme de manière générale, sans tenir compte de la qualification fondamentale de violent telle que les Nations Unies approchent cette question. Donc fin de la citation. Ce que nous explique ici l'ONU dans l'article 23, c'est que le XUAR définit l'extrémisme de manière vague et générale. Elle fait abstraction aussi de la notion de violence, et qu'on peut avoir des idées extrémistes sans avoir des actes violents, sans être un extrémisme violent. Et que les Nations Unies approchent la question de l'extrémisme au prisme de la violence. Elle ne va pas apporter les mêmes sanctions et la même évaluation sur l'extrémisme et l'extrémisme violent. Et elle reproche à la Chine de ne pas en faire autant, de ne pas faire la distinction entre l'extrémisme et l'extrémisme violent. Dans l'article 23, l'ONU nous montre aussi une liste de signes primaires de radicalisation sont définis par la République populaire de Chine. Et qu'on voit que dans ces signes primaires de radicalisation, il y a le fait de refuser de regarder la télé ou d'écouter la radio, il y a le port de la barbe, ou il y a le fait de ne pas suivre les politiques familiales, puisqu'il faut savoir que la Chine applique la réglementation de l'enfant unique, c'est-à-dire que seul un enfant est autorisé. Le fait de faire plusieurs enfants serait, selon les lois du XUAR, un signe primaire de radicalisation. Donc on voit que ce sont quand même des signes qui sont assez subjectifs, qui sont assez vagues, et on peut très bien ne pas regarder la télé ou ne pas écouter la radio ou porter une barbe sans pour autant être un extrémiste. Il y a plein de gens qui ont des barbes ou qui n'écoutent pas la radio, qui ne regardent pas la télé, sans être des extrémistes religieux. Donc poursuivons avec l'article 24, dans lequel le rapport mentionne que, de ce qui précède, les textes légaux semblent confondre ce qui devrait être interprété comme une question de choix personnel en matière de pratique religieuse avec l'extrémisme, et l'extrémisme avec le phénomène de terrorisme, ce qui a pour conséquence d'élargir le spectre des agissements qui pourraient être réprimandés sous le motif de la lutte contre le terrorisme. Donc là c'est très intéressant, l'article 24 expose le fait que ces textes semblent confondre ce qui devrait être interprété comme une question de choix personnel, que ce soit en matière de pratique religieuse ou culturelle, avec de l'extrémisme, et que l'extrémisme est confondu avec le phénomène de terrorisme. Du coup, puisque l'extrémisme est mélangé et confondu avec le terrorisme, eh bien cela va élargir le spectre des agissements qui pourraient être réprimandés sous le motif de la lutte contre le terrorisme. Donc là, c'est, encore une fois, de vagues notions qui vont permettre de faire rentrer un peu les actes des personnes accusées dans le cas du terrorisme, alors que ce sont des actes qui reviennent à la liberté individuelle ou qui reviennent tout simplement à des choix personnels.
Donc on passe tout de suite à l'autre sous-chapitre de ce 3e chapitre du rapport, qui s'intéresse aux méthodologies appliquées pour l'identification des suspects et des personnes à risque. Donc article 25, la réglementation sur la déradicalisation inclut une liste de 15 expressions primaires de radicalisation décrites comme mots ou actions sous l'influence de l'extrémisme qui doivent être interdites. Le rapport poursuit en mentionnant qu'une liste de 75 signes de pratiques religieuses extrémistes que les autorités locales et les services de police ont communiqué depuis décembre 2014. Et là, le rapport cite une parution d'un journal, le Sina News, un article intitulé « Les autorités du Xinjiang accompagnent le peuple dans l'identification de 75 signes de radicalisation ». Là maintenant, le rapport nous expose un peu cette liste de signes. Donc je cite « Cette liste de signes et d'expressions primaires d'extrémisme religieux inclut des actes qui tombent dans la sphère des libertés fondamentales et qui ne sont, en soi, liés à aucune action violente ou potentiellement violente, dont rejeter ou refuser la radio ou la télévision, être jeune ou moyennement jeune avec une grande barbe, subitement arrêter la consommation d'alcool ou la cigarette, ne plus interagir avec ceux qui boivent ou qui fument, et résister à la culture dominante, comme le sport ou le football ou les concours de chant. Voilà. Donc, selon la réglementation sur la déradicalisation, on a 75 signes de pratiques religieuses extrémistes, et parmi eux, le fait de ne plus écouter la radio ou de ne plus regarder la télévision, le fait de porter une barbe, le fait de ne plus boire d'alcool ou de ne pas fumer la cigarette, le fait de ne pas vouloir participer à des concours de chant. Ce que nous dit l'ONU ici dans l'article 25, c'est que ces signes, les signes qui sont listés par la réglementation sur la déradicalisation, sont des actes qui reviennent à la sphère des libertés fondamentales, qui ne sont absolument pas en soi des signes de radicalisation. Poursuivons avec l'article 26, dans lequel le rapport donc, nous mentionne que différentes formes de conduite associées à l'expression de différentes opinions formulées dans des termes vagues sont également considérées comme des signes de radicalisation. Donc là, le rapport mentionne à nouveau que les expressions et les signes qui sont ramenés et les termes utilisés sont très vagues pour définir ce que sont les signes de radicalisation. Article 27, le rapport mentionne, en outre, la liste inclut la violation d'autres lois et réglementations, comme par exemple dans le domaine de la politique familiale. Cela signifie qu'une personne qui enfreint ces lois ou ces politiques n'est pas seulement sujette aux sanctions liées à cette réglementation précise, mais sera par extension sujette aux sanctions liées à l'extrémisme, avec des sanctions additionnelles rattachées à cette réglementation, comme les peines criminelles ou la rééducation. Donc, l'article 27 met en lumière le fait que une personne qui serait jugée par exemple pour une violation du planning familial, qui aurait eu plus qu'un enfant, sera donc sujette aux sanctions liées à la loi, à la réglementation concernant cette politique familiale, et que par extension, elle sera aussi sujette aux sanctions liées à la lutte contre le terrorisme, puisque le non-suivi du planning familial est considéré comme un signe de terrorisme ou de radicalisation ou d'extrémisme. Dans l'article 28, le rapport mentionne que ces listes d'indicateurs pour identifier les personnes à risque ou extrémistes semblent être basées sur des éléments qui ne servent pas nécessairement d'indicateurs réels et substantiels qu'un individu a engagé ou est sur le point potentiel de s'engager dans une action violente ou extrémiste. Il apparaît plutôt que ces indicateurs sont associés de manière simpliste aux notions de terrorisme et d'extrémisme, tandis que la majorité de ces indicateurs, pris isolément ou même collectivement, sont ni plus ni moins des manifestations de choix personnels dans la pratique religieuse musulmane, dans la croyance ou l'expression légitime d'opinion. L'usage des méthodologies basées sur de tels subjectifs ou superficiels facteurs à risque amplifie des éléments qui pourraient par ailleurs être considérés comme pratiques religieuses légitimes, préférences culturelles ou autres questions de préférence personnelle, ce qui risquerait de ratisser et d'exposer un large nombre d'individus qui n'ont aucune connexion avec l'extrémisme ou le terrorisme à une application imprévisible et potentiellement arbitraire de ces lois et de ces mesures. L'imposition de sanctions coercitives sur la base d'indicateurs qui englobent des actes qui peuvent correspondre à l'exercice légitime du droit de liberté religieuse comporte des risques sérieux d'application discriminatoire et l'utilisation d'outils de profilage sur des personnes principalement en raison de leur identité religieuse et de ses expressions individuelles. Que nous dit l'article 28 ? Tout simplement que certaines personnes risqueraient d'être sanctionnées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le radicalisme pour des actes, des choix ou la manifestation de choix personnels ou l'expression légitime d'opinion. Donc passons à l'article 29. Dans une note blanche d'août 2019, le gouvernement explique que le système recherche à compenser les peines sévères en réponse à des actes majeurs
avec la compassion, la clémence, l'éducation et la réhabilitation pour des actes commis qui seraient des actes mineurs. Ces procédures administratives incluent ce qui est appelé des centres d'enseignement et de formation professionnelle, qu'on appellera les VETC Facilities, les centres VETC, Vocational Educational Training Center. Là, dans le début de l'article 29, on a ces deux notions très importantes qui apparaissent, les jugements pour des actes majeurs et des jugements pour des actes mineurs. Et pour les actes mineurs, donc les actes majeurs seront jugés sévèrement, alors que, selon le gouvernement, les actes mineurs seront jugés avec compassion, clémence, avec le prisme de l'éducation et de la réhabilitation, et que pour y parvenir, pour faire preuve de clémence, de compassion et de réhabilitation, les personnes jugées pour ces actes mineurs pourraient aller dans des centres qui sont appelés des centres d'enseignement et de formation professionnelle, qui sont dénommés au début du rapport par l'ONU comme des camps. Et donc, ces camps sont, selon le gouvernement chinois, des installations pouvant accueillir des individus à des fins de déradicalisation et de rééducation. La distinction significative entre un acte de terrorisme ou d'extrémisme majeur et mineur n'est pas claire, avec des actes qui sont compris dans chacune de ces deux catégories. Donc là encore, on est face à un flou entre qu'est-ce qu'un acte mineur, qu'est-ce qu'un acte majeur, sachant que dans les deux catégories, on va trouver les mêmes actes potentiellement, mais que certains seront qualifiés de mineurs et certains seront qualifiés de majeurs. Et quand ils sont qualifiés de mineurs, eh bien, les personnes concernées par ces actes-là pourraient potentiellement terminer dans des centres ou dans des camps de rééducation. Donc le rapport poursuit en mentionnant que, de plus, la distinction des cas sur la base de gravité, acte mineur, acte majeur, est elle-même basée sur des critères vagues et non définis, comme les circonstances sont mineures, comme une personne représente un véritable danger mais qui n'est pas encore passé à l'acte, ou une personne dont la déviance n'est pas encore profondément ancrée, qui pourrait se repentir sincèrement. Ces critères ou ces exigences et ces tournures élargies font apparaître un cadre significatif d'application arbitraire, incompatible et subjectif de la loi. Donc là encore, le rapport met en lumière et alerte sur le fait que on ait des critères pour juger qui soient trop vagues et qui ouvrent la porte à l'application arbitraire de mesures coercitives. L'article 30 poursuit en mentionnant que, par ailleurs, sous cette loi, chaque autorité, à n'importe quel niveau de la procédure, que ce soit dans le cadre pénal ou administratif, peut juger qu'une rééducation est justifiée, provoquant un transfert immédiat vers ces centres d'enseignement et de formation professionnelle, les VETC. Le sous-chapitre suivant s'intéresse à l'élargissement des mesures préventives d'investigation et de pouvoir coercitif et du degré de surveillance et de réforme. Là, je laisserai ceux d'entre vous qui sont anglophones aller directement dans l'article 31 parce que c'est beaucoup de détails sur la surveillance, sur les moyens techniques et qui nous donnent pas vraiment d'informations sur les mécanismes de la répression, mais plutôt sur des faits en termes de liberté, sur les données personnelles, sur la surveillance, etc., sur la protection de la vie privée. Donc là, l'article 31 s'intéresse beaucoup à la surveillance. Donc on passe au 4e chapitre de ce rapport qui s'intéresse à l'emprisonnement et aux autres formes de privation de liberté. Et là, on va beaucoup s'intéresser donc aux centres de rééducation, à ces VETC. Donc ce 4e chapitre se divise en deux sous-parties. La première, c'est la référence donc aux centres d'enseignement et de formation professionnelle, les VETC, ces camps de rééducation. Et le deuxième s'intéresse à la détention via la justice criminelle. Donc l'article 36 mentionne que, comme indiqué précédemment, le gouvernement a expliqué que son système de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme est basé sur une distinction entre actes majeurs, qui méritent des sanctions dans le cadre de la justice criminelle, alors que les actes mineurs, qui appellent à la clémence, à l'éducation et à la réhabilitation, et les individus concernés par ces actes mineurs seront le plus souvent placés dans un centre d'enseignement et de formation professionnelle. Le gouvernement avance que ces centres ont été fermés depuis 2019, mais le gouvernement du Xuar affirme que ces centres ont accompli leur objectif et que la plupart des apprenants, puisque le gouvernement appelle les personnes qui ont séjourné dans ces camps des apprenants et non pas des détenus. Donc, le rapport parle de détenus, mais le gouvernement parle de personnes apprenants, des étudiants. Donc le gouvernement affirme que l'objectif est rempli et que la plupart des apprenants ont atteint un niveau d'éducation standard et ont été diplômés, et que un certain nombre d'apprenants ont pu trouver un emploi dans des usines ou des entreprises.
Donc là, ce qui est intéressant dans cet article 36, c'est que ça met aussi en perspective les enjeux économiques de la rééducation et de la réinsertion sociale. Comme on le verra plus tard, mais comme on l'a déjà cité dans les articles qu'on a passés en revue, le fait de ne pas participer aux activités culturelles du pays ou le fait de se tenir à certaines conditions dans la consommation ou dans l'activité commerciale est, selon le gouvernement chinois, une entrave au développement. Et que ces centres de rééducation ont aussi pour but de remettre ces personnes-là, les personnes détenues dans les centres, rééduquées, de les remettre dans les processus de production économique et sociaux. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui va revenir plus tard dans le rapport. Et on voit que c'est quand même un élément central, parmi les éléments importants pour le gouvernement dans la rééducation. Passons au sous-chapitre suivant, donc à l'article 37, qui précise que, en octobre 2018, peu après avoir annoncé l'existence des centres d'apprentissage et de formation professionnelle, le CERD, donc le Comité pour l'élimination des discriminations raciales, a demandé au gouvernement de justifier l'existence de tels centres. La réponse du gouvernement est la suivante: les centres d'enseignement et de formation professionnelle, en accord avec la loi, éradiquent le terreau et les conditions pour la propagation du terrorisme et de l'extrémisme. Donc dans cet article 37, on apprend que un des organes de l'ONU, qui est le Comité pour l'élimination des discriminations raciales, a interpellé le gouvernement chinois après avoir appris l'existence de ces camps de rééducation, et que le gouvernement lui répond que ces centres sont en accord avec la loi, premièrement, et que deuxièmement, ils sont là pour éradiquer le terrorisme et l'extrémisme religieux. Dans l'article 38, le rapport précise que 3 catégories d'individus peuvent être amenés à être détenus dans ces centres. La première catégorie concerne des individus qui ont été condamnés pour des crimes terroristes ou extrémistes et qui ont accompli leur peine, mais qui représentent toujours une menace pour la société. Donc première catégorie, des personnes qui ont été jugées, qui ont accompli leur peine et qui, selon le gouvernement, représentent toujours un risque et une menace pour la société, donc vont avoir une nouvelle peine au sein de ces centres de formation et de rééducation. La deuxième catégorie concerne des individus qui ont été incités, contraints ou induits dans la participation dans des actes terroristes ou extrémistes, ou des individus qui ont participé à des activités terroristes ou extrémistes, mais dont les faits n'étaient pas assez graves pour constituer un crime. Donc la deuxième catégorie, c'est des personnes qui ont participé ou qui ont été induits dans des actes terroristes ou extrémistes selon la définition de terrorisme et d'extrémisme du gouvernement, mais qui n'ont pas commis d'actes assez graves pour constituer un crime, donc ne peuvent pas être jugés d'un point de vue criminel pour ces actes-là. Et donc cette deuxième catégorie est exposée à une incarcération ou à une détention dans des centres de rééducation. La troisième catégorie, c'est celle des individus qui ont été incités, contraints ou induits dans la participation dans des actes et des activités terroristes ou extrémistes, ou des individus qui ont participé à des activités terroristes ou extrémistes, qui ont représenté un réel danger, mais sans pour autant nuire réellement. Dans ce cas, le procureur peut décider de prononcer une sentence à la condition que l'individu, et je cite, ne présente pas une malveillance suffisamment ancrée et qu'il peut se repentir et volontairement accepter l'éducation et l'assistance. Fin de la citation. On passe à l'article 39 où le rapport mentionne que le gouvernement affirme que l'éducation et la formation professionnelle n'est pas une mesure qui a pour but de limiter et circonscrire la liberté des personnes, et dans leur réponse au CERD, le gouvernement affirme que les VETC sont des écoles par nature, alors que dans le droit international aux droits de l'homme, une privation de liberté intervient lorsqu'une personne est détenue sans son consentement. Donc le gouvernement dit que ces centres sont des centres éducatifs, alors que les Nations Unies contestent le fait que ça ne peut pas être des centres éducatifs puisque les personnes y sont détenues sans leur consentement. Et que pour le coup, il y a une privation de liberté dans ce cas-là. Article 40, le rapport mentionne que le gouvernement affirme que ces centres sont résidentiels et que les individus se voient offrir le choix entre ces centres ou la prison. Article 41, des témoignages recueillis par le HCDH de personnes détenues dans les VETC ont décrit avoir été emmenés dans ces centres directement depuis le poste de police sans qu'aucun choix ne leur ait été présenté. Donc le gouvernement affirme que les individus ont le choix, mais des témoignages de personnes qui ont été détenues dans ces centres dénoncent le fait qu'ils n'aient pas eu le choix et qu'ils aient été emmenés directement dans ces centres. Article 42, aucune des personnes interviewées ont confirmé qu'elles pouvaient sortir librement des centres ni retourner chez eux pour une visite. Toutes les personnes interviewées ont observé une présence significative de gardes armés, pour la plupart en uniforme de police. La durée de détention dans les centres VETC pouvait varier, mais la majorité des personnes interrogées indiquent que la durée varie entre 2 mois et 18 mois. Aucune d'entre elles n'ont été informées de la durée de leur détention lorsqu'elles ont été emmenées dans les centres. La moitié des personnes interrogées ont rapporté qu'elles avaient été autorisées à recevoir de la visite
ou d'être contactés par téléphone, mais toujours sous une surveillance rapprochée. L'autre moitié n'ont eu aucun contact avec leur famille et souvent leur famille n'avait même pas connaissance de leur détention. Donc ça, on y reviendra un peu plus tard dans le rapport. Donc dans l'article 43, le rapport mentionne que le média rattaché au gouvernement chinois a régulièrement diffusé des vidéos promotionnelles des VETC. Les personnes interviewées dans ces vidéos saluaient positivement leur séjour dans ces centres et affirmaient que cette expérience les avait aidés à ne pas sombrer dans le terrorisme et le radicalisme. Alors que ceux interrogés par le HCDH, au contraire, affirmaient avoir été forcés par les gardes d'être positifs à propos de leur expérience lors de visites de personnes extérieures du centre. Une personne interrogée, par exemple, dit que préalablement à une visite d'une organisation extérieure, ils avaient été forcés de dire que tout allait bien, qu'ils pouvaient rentrer chez eux chaque soir, qu'ils étudiaient et que la nourriture était acceptable. D'autre part, certaines personnes interrogées ont rapporté avoir été explicitement interdits de dévoiler des informations concernant le centre une fois relâchés, avec pour certains la signature d'un document à cet effet. Passons à l'article 45. Sous la loi internationale aux droits humains, une détention est également arbitraire lorsqu'elle est utilisée en réponse à l'exercice légitime des droits humains, comme l'exercice du droit de liberté d'opinion, ou d'expression, ou de religion, et le droit des minorités à pratiquer et à vivre selon leur culture, de pratiquer leur propre religion et de parler selon leur propre langue. L'article 47 mentionne que une liste a été rendue publique qui répertoriait les raisons de détention de 311 personnes ouïghours. Parmi ces raisons se trouvent un nombre trop élevé d'enfants, être une personne imprudente ou le fait de porter un voile ou de porter une barbe. Article 48, donc il n'apparaît pas que les détenus aient eu accès à des avocats ou aient été informés de la durée de leur détention ou même des conditions de leur libération, ce qui n'est d'ailleurs même pas spécifié dans la loi. Une des personnes interviewées décrit son expérience comme ce qui suit. Je n'ai pas été informé pour quelle raison j'ai été emmené ici, ni de la durée de ma détention. L'on m'a demandé d'avouer un crime, mais je ne savais même pas quel crime j'étais censé avouer. Article 49, le rapport continue, en précisant qu'un certain nombre de personnes interrogées décrivent avoir été condamnées au sein des centres et certains décrivent avoir été emmenés par des groupes dans les tribunaux. Aucun avocat n'était présent à ces sessions et les personnes interviewées rapportent avoir été incitées à choisir leur infraction parmi une liste de 75 ou 72 crimes. Dans l'article 52, il est précisé que le gouvernement n'a pas annoncé de chiffre officiel concernant le nombre de personnes qui auraient été rééduquées dans les centres, et en 2018, le CERD a estimé le nombre de personnes ayant été détenues entre des dizaines de milliers jusqu'à 1 million. Le gouvernement affirma qu'il n'était pas possible d'estimer le nombre de personnes ayant participé au cursus d'éducation et de formation car, et je cite, « c'est un fonctionnement dynamique » puisque des personnes ne cessent de les intégrer et d'en sortir. Article 53, donc le rapport précise que des images satellites de différentes sources publiques fournissent des indications sur l'existence de plusieurs structures présentant des infrastructures de sécurité telles que des murs élevés, des tours d'observation, des barbelés extérieurs et des grillages intérieurs, qui semblent s'être multipliés au sein du XUAR depuis 2016, simultanément à la campagne Strike Hard. En commentaire de l'article 53, le gouvernement parle de centres d'éducation, et les images satellites décrivent des murs élevés, des tours d'observation, des barbelés extérieurs et des grillages intérieurs. Donc ça reste quand même des centres de rééducation ultra sécurisés. Dans l'article 57, le gouvernement a indiqué que les VETC sont désormais fermés et que tous les apprenants ont été diplômés, suggérant par là que les VETC ne sont plus en activité. Le Haut Commissariat aux Nations Unies des droits humains n'est pas dans une position lui permettant de confirmer ce point-là, principalement à cause du manque d'informations officielles depuis la fin 2019 et le manque d'accès pour des vérifications sur le terrain. Dans l'article 64, le rapport mentionne que l'OCDH a examiné un échantillon des décisions de justice disponibles dans des cas prétendus de terrorisme ou d'extrémisme. Le nombre de décisions de justice disponibles publiquement est limité et n'est donc pas nécessairement représentatif de l'activité judiciaire réelle. Cependant, les cas qui sont disponibles apportent des indications importantes sur la manière dont les instances judiciaires ont interprété des actes en actes religieux extrémistes. Ces cas comprennent des infractions relativement mineures, visiblement jugées avec une grande sévérité. Les jugements évoqués évoquent des conduites dites extrémistes, en dépit qu'aucune charge ne soit en lien avec l'extrémisme ou le terrorisme. Les cours de justice labellisent des actes comme extrémistes sans justifier en quoi ces actes répondent à la définition légale, et des éléments qui indiquent une approche qui considère toute violation de la loi commise par un musulman par présomption comme extrémiste. L'article 65 précise que l'OCDH a également consulté plusieurs rapports et documents décrivant les arrestations et les emprisonnements, souvent pour de longues durées, d'éminents savants, d'artistes et d'intellectuels membres de la communauté ouïghour
durant la période de la campagne Strike Hard. Donc là, entre l'article 65 et l'article 53, on voit qu'il y a eu qu'il y a eu l'existence, en tout cas, de centres ultra sécurisés avec des murs élevés, des tours d'observation, des barbelés, et aussi un grand nombre d'incarcérations sur des motifs dits extrémistes, mais qui en soi présentaient aucune charge, qui ne sont en lien avec l'extrémisme ou le terrorisme. Passons au 5e chapitre de ce rapport, qui s'intéresse aux conditions et aux traitements dans les centres d'enseignement et de formation professionnelle. Donc là, c'est un chapitre qui décrit des choses assez cruelles, assez choquantes, qui s'intéresse précisément aux conditions de détention des membres de la communauté ouïghour et des autres minorités ethniques dans ces centres de rééducation ou dans ces camps de rééducation. Donc, l'article 70 précise que 2/3 des 26 anciens détenus interviewés ont rapporté avoir été sujets à des traitements qui pourraient être qualifiés de torture ou d'autres formes de mauvais traitements, autant dans les centres VETC que dans les procédures d'acheminement vers ces centres. Ils déclarent avoir été battus avec des bâtons, incluant des matraques électriques, tout en étant attachés à une Tiger Chair. Donc les Tiger Chairs, c'est les chaises des chaises en fer où on a les pieds et les mains attachés. Une chaise avec une sorte de tablette où on pose les mains dessus et qu'il y a des menottes. Donc la personne ne peut plus bouger ses mains. Les pieds sont attachés au pied de la chaise et donc c'est extrêmement inconfortable à longue durée. Où il rapporte aussi avoir été interrogé selon la méthode du waterboarding. Donc vous avez sûrement vu des images à l'époque, par exemple, où les crimes de Guantanamo avaient été dénoncés, de tissus qui sont mis sur le visage des personnes et qu'on leur verse de l'eau, ce qui a pour effet d'étouffer les personnes et de les noyer. Ou il est encore rapporté des situations d'isolement prolongé ou d'avoir été forcé à s'asseoir immobile sur un petit tabouret pendant une longue période. Donc tout ce qui est décrit ici dans le rapport, donc dans l'article 70, que ça soit le fait d'être attaché à une Tiger Chair, une chaise tigre, ou d'avoir été interrogé selon la méthode du waterboarding, ou d'avoir eu des isolements prolongés, ou d'avoir été forcé à s'asseoir sur des petits éléments, des petits objets de façon prolongée, tout ça sont des techniques de torture qui ont été dénoncées par exemple par l'ONU aussi dans le cadre des détentions à Guantanamo. Donc ce sont des techniques de torture, on va dire, connues internationalement et qui ont été, selon ce rapport-là, pratiquées dans les centres VETC, donc dans ces camps de rééducation. L'article 71 mentionne que plusieurs personnes interviewées déclarent avoir été enchaînées pendant leur détention dans les centres. La faim prolongée et les pertes de poids sévères sont une constante dans les témoignages recueillis. Ils évoquent également une surveillance constante et la continuité de l'éclairage dans les cellules dortoirs qui restent allumées tout au long de la nuit, ce qui les privait de sommeil. Ils ne pouvaient pas pratiquer leur religion comme l'accomplissement de la prière, qu'ils ont vécu comme une épreuve supplémentaire. Et ceci était davantage exacerbé par la politique d'éducation qui consistait à leur faire apprendre et mémoriser les Red Songs, donc c'est l'hymne national de la République populaire de Chine, et autres contenus officiels du parti. Dans des notes blanches de 2019, il est mentionné que les centres appliquent la séparation entre l'éducation et la religion dans son cadre de management, ce qui signifie que les apprenants ne doivent pas s'organiser ou prendre part à des activités religieuses, mais ils peuvent choisir de le faire lorsqu'ils rentrent chez eux. Fin de la citation et commentaire de ma part. Là, dans la note blanche, il est précisé qu'ils peuvent le faire quand ils rentrent chez eux, sauf que plus haut dans le rapport, on a des témoignages d'anciens détenus qui confirmaient qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer chez eux. Donc à aucun moment ils pouvaient pratiquer leur religion. Donc la liberté de pratique, la liberté de choisir sa religion et de pratiquer sa religion, n'était pas appliquée dans les centres, manifestement. Je continue avec la suite du rapport, qui mentionne qu'un des interviewés décrit son expérience de la manière suivante. Nous étions forcés à chanter des chants patriotiques chaque jour, aussi fort que possible, jusqu'à ce que nos gorges nous fassent souffrir, jusqu'à que nos visages rougissent et que nos veines ressortent sur nos visages. Fin de la citation. Article 72, le rapport précise que presque tous les interviewés ont décrit avoir reçu des injections ou des pilules, ou les deux, administrées régulièrement avec des prises de sang régulières. Ces personnes étaient unanimes dans leur description de l'effet que ces médicaments les rendaient endormis et somnolents. Une personne, par exemple, a décrit le processus de la manière suivante. On recevait chaque jour une pilule, cela ressemblait à de l'aspirine, on était alignés et quelqu'un équipé de gants venait vérifier systématiquement notre bouche pour être sûr que nous avions les comprimés. Dans l'article 73, le rapport mentionne que certains ont également évoqué différentes formes de violences sexuelles, incluant des cas de viol, plutôt à l'encontre des femmes. Cela comprend le fait d'avoir été forcé par les gardes à pratiquer des actes de sexe oral dans des conditions d'interrogation ou d'autres formes d'humiliation à connotation sexuelle, incluant la nudité forcée.
Donc là, on a des violences basées sur le genre et des cas de viol et de nudité forcée qui sont rapportés directement par des anciens détenus. Dans l'article 74, le rapport précise que certaines personnes entendues décrivent leur présence dans ces centres comme une torture psychologique, en raison de l'incertitude de la durée de leur détention, de la raison de leur détention, de leurs conditions de détention et de l'atmosphère constante de peur et le manque de contact avec le monde extérieur, spécialement leur famille, ainsi que le stress et l'anxiété associés à la surveillance constante. Comme le dénonce l'un des interviewés, la pire des choses était de ne pas savoir quand tu seras libéré. Plusieurs personnes interviewées rapportent des séquelles psychologiques à long terme, incluant un sentiment de traumatisme en conséquence de leur séjour dans ces centres. Article 78. En conclusion, les descriptions de détention dans les VETC, dans les périodes entre 2017 et 2019 qui ont été réunies par le OCDH, reflètent de formes de torture et d'autres formes de traitement et de sanctions cruelles, inhumaines ou dégradantes, et autres violations des droits individuels. Des allégations ont également été conclues concernant des violences basées sur le genre, incluant le viol, qui en soi revient à des actes de torture et de mauvais traitements. Donc fin de citation de cet article 78. Passons au chapitre 6, qui s'occupe des autres préoccupations concernant les droits humains. Ce chapitre se divise en 4 sous-parties. La première, c'est l'expression de l'appartenance religieuse, culturelle et linguistique. La deuxième sous-partie s'intéresse aux droits de la vie privée et de la liberté de mouvement. Le troisième sous-chapitre s'intéresse aux droits en matière de reproduction. Et le quatrième sous-chapitre s'intéresse à la problématique liée à l'emploi et au travail. Donc dans l'article 82, le rapport mentionne que la liberté de religion ainsi que les activités religieuses normales sont protégées dans la constitution chinoise et que le gouvernement précise que plus de 20 millions de personnes suivent l'islam. Cependant, les lois et autres réglementations applicables en Chine et plus généralement dans le Xuar régulent la religion spécifiquement, dans une manière très détaillée, intrusive, d'une manière particulièrement contrôlée. Les activités religieuses sont autorisées uniquement dans les lieux approuvés par le gouvernement, conduites par du personnel accrédité par le gouvernement et sur la base d'un programme et de contenu approuvés par le gouvernement. Les activités religieuses sont strictement interdites dans les institutions d'État, dans les écoles publiques, dans les institutions publiques et dans les autres lieux. Les enfants ne sont pas autorisés à participer à des activités religieuses et le gouvernement indique cependant qu'il défend une forme d'islam avec des caractéristiques chinoises, qui répond aux croyances fondamentales de l'islam, mais qui s'adapte mieux à la société chinoise et qui peut jouer un rôle positif dans l'économie chinoise et le développement social. Fin de la citation de l'article 82. Et là, on a la notion encore de dimension économique, de participation à la vie économique du pays, qui rentre dans la vision acceptée de l'islam et de cet islam fabriqué qui répond mieux aux caractéristiques chinoises et qui s'intègre mieux dans la société chinoise. Poursuivons avec l'article 83 qui mentionne que la campagne Strike Hard a permis l'adoption de plusieurs amendements d'outils légaux variés permettant de mieux renforcer le contrôle de la religion, qui a eu pour résultat, par exemple, l'obligation de toute organisation ou individu de lutter en pleine conscience citoyenne à l'extrémisme religieux et aux activités religieuses illégales. Comme expliqué précédemment, l'extrémisme est défini de façon très vague, tandis que les outils légaux inclus dans une liste, comme par exemple dans la liste des expressions primaires d'extrémisme ou de radicalisation, afin d'aider les autorités et les individus à identifier les comportements extrémistes dans la communauté nationale. Ces expressions et ces signes, comme on l'a vu précédemment, d'accord, donc je reprends l'article 83, ces expressions et ces signes comportent certes des agissements qui, dans des circonstances précises, seraient légitimes et justifiés. Passons à présent à l'article 83, qui mentionne que la campagne Strike Hard a permis l'adoption de plusieurs amendements d'outils légaux variés, permettant de mieux renforcer le contrôle de la religion, et qui a eu pour résultat, par exemple, l'obligation pour toute organisation ou pour tout individu de résister ou de lutter en pleine conscience à l'extrémisme religieux et aux activités religieuses illégales. Comme expliqué précédemment, l'extrémisme est défini de façon très vague, tandis que les outils légaux incluent une liste d'expressions primaires d'extrémisme ou de radicalisation afin d'aider les autorités et les individus à identifier les comportements extrémistes dans la communauté nationale. Ces expressions et ces signes comportent certes des agissements qui, dans des circonstances précises, seraient légitimes et justifiés, comme par exemple l'incitation ouverte au djihad ou faire la promotion et défendre des actes terroristes violents, mais qui en réalité s'étendent beaucoup plus largement et qui englobent un large éventail d'actes qui constituent en eux-mêmes
l'exercice de libertés fondamentales protégées. Ces libertés fondamentales protégées qui sont liées au droit de vivre pleinement et joyeusement leur vie d'un point de vue culturel ou religieux par ces communautés. Parmi ces signes, on trouve le fait de porter le hijab, le fait de porter une barbe anormale, d'élargir la portée du halal, c'est-à-dire d'essayer de développer le marché du halal et de manger halal, ou de fermer les restaurants pendant le Ramadan, ou d'utiliser Internet et les réseaux sociaux pour enseigner ou prêcher, ou encore de donner un prénom musulman à son enfant. Donc pour résumer un petit peu cet article 83, l'ONU met en lumière le fait que dans le cadre de la campagne Strike Hard, l'État a sollicité tout individu ou organisation à participer à cette lutte contre l'extrémisme religieux et contre la radicalisation. Et que pour les aider à identifier les personnes suspectes ou à risque, ils ont mis à disposition des expressions primaires d'extrémisme ou des signes. Et que parmi ces listes de signes et d'expressions, il y a certes des signes et des expressions qui, légitimement, sont représentatives d'un extrémisme religieux. Mais que beaucoup de ces signes et de ces expressions s'étendent beaucoup plus largement et englobent un large éventail d'actes qui constituent eux-mêmes en fait l'exercice de liberté fondamentale protégée. Et que des personnes qui répondent à ces signes-là, parmi ces signes, le hijab, la barbe, le fait de manger halal, le fait de fermer son restaurant pendant le Ramadan, ou d'utiliser Internet ou des réseaux sociaux pour enseigner ou prêcher ou encore donner un prénom musulman à son enfant, toutes les personnes qui seraient identifiées pour commettre ces actes-là seraient potentiellement sous le joug d'une condamnation pour extrémisme ou pour terrorisme. Poursuivons avec l'article 84 qui précise que une si vague interprétation de l'extrémisme, en visant souvent spécifiquement des principes ou des pratiques de l'islam, a pour effet de rendre indirectement chacun de ces actes potentiellement coupables et sanctionnables sous le motif de la lutte contre le terrorisme, avec le risque d'encourir une peine criminelle ou de rééducation. Apparaît alors un environnement dans lequel toute pratique ou expression religieuse ou culturelle serait confondue avec de l'extrémisme, pouvant aboutir sur de lourdes sanctions et des conséquences pour les personnes visées. Article 91, le rapport mentionne que le droit international protège spécifiquement le droit à la liberté de religion ou de conviction, un droit exercé individuellement et collectivement, notamment de choisir une religion et de la manifester. La manifestation de la religion comprend le culte, que ce soit sous forme de prière religieuse et de prédication, l'affichage de symboles ou la construction de lieux de culte, ainsi que l'observance et la pratique, y compris les coutumes telles que l'observance des fêtes religieuses, marquant des points importants du calendrier religieux et réglementation alimentaire, le port de vêtements distinctifs ou l'utilisation d'une langue particulière, et l'enseignement, englobant les libertés de choisir ses propres chefs religieux, de créer des écoles religieuses et de préparer et diffuser des textes ou publications religieux. Les lois internationales sont claires quant au fait que les droits de liberté de religion ne peuvent être dérogés même pendant un état d'urgence. Voilà ce que dit l'article 91 selon les mots de l'ONU. Passons à présent au sous-chapitre suivant, le droit de la vie privée et la liberté de mouvement. Dans l'article 94, le rapport mentionne que des formes étendues de surveillance intensive et de contrôle sont apparues. Dans l'article 95, les lois dans les procédures criminelles autorisent les autorités à utiliser des techniques d'investigation particulières, incluant la surveillance électronique, pendant que les lois antiterroristes leur autorisent l'usage d'un large éventail de mesures restrictives sur les suspects. Article 99. En addition à la surveillance en ligne, depuis au moins 2016, le XUAR a démontré une expansion significative de postes de contrôle physique assurés par des gardes armés sur les routes principales, dans les villages ou dans les quartiers, mais également d'autres formes de surveillance des populations. On décrit une prolifération de dites stations de police de commodité. Donc là, l'article 99 met en lumière une sursurveillance et une omniprésence policière dans les zones du XUAR. Dans l'article 100, le rapport mentionne que, par ailleurs, en 2014, le gouvernement a lancé le programme Feng Wuju, une campagne de 3 ans dans le XUAR qui consiste à visiter les populations, servir les populations et rapprocher les cœurs des populations. Cette campagne qui a envoyé 200 000 cadres fonctionnaires pour visiter les populations au sein même de leur foyer et s'engager à développer la communauté. En 2016, les autorités ont alors lancé la campagne Becoming Family, qu'on peut traduire par « Devenons une grande famille ». Donc l'article 100 nous
nous met en lumière une nouvelle campagne lancée par le gouvernement en 2014, qui est la campagne Becoming Family, où on a des fonctionnaires de l'État qui s'invitent chez les familles, et notamment chez les familles ouïghours et chez les familles des minorités ethniques, pour vivre avec eux. Voilà, tout simplement, passer du temps avec eux, et on verra dans les articles suivants de quelle manière et quel est l'objectif de leur présence. Donc l'article 101 détaille un petit peu les conditions de visite de ces fonctionnaires, et explique que ces visites prolongées à domicile sont présentées par le gouvernement comme une promotion de la cohésion sociale et du développement de la communauté. Un interviewé a informé le HCDH que les familles ne pouvaient pas refuser la visite d'un parenté, d'un relative, ce qui est appelé relative dans les rapports, et qu'on pourrait traduire par un parenté ou par un proche. Également des implications évidentes et significatives sur l'intimité de la vie de famille. Évidemment, une personne étrangère dans le foyer va avoir un impact sur l'intimité de la vie de famille. Le rapport poursuit en précisant que certains témoignent qu'ils n'étaient pas autorisés à prier ou à parler leur langue d'origine pendant la présence de ces relatives. Plusieurs femmes qui ont vécu le programme font référence à des situations d'harcèlement sexuel ou d'intrusion malaisante causées par la présence de ces fonctionnaires, hommes, dans leur foyer. Une femme interviewée dont le mari était détenu en VETC, ayant participé au programme Becoming Family, raconte « Ils mangeaient avec nous. Je devais leur préparer à manger. Ils étaient là, à nos côtés, tout le temps, même quand je faisais les devoirs avec mes enfants. Les enfants devaient être éduqués contre leur propre père, parce que celui-ci avait, selon leurs mots, de mauvaises idées. Nous étions perpétuellement sous surveillance. » Passons au sous-chapitre suivant, qui s'intéresse aux droits en matière de reproduction. Donc dans l'article 108, dans une note blanche de septembre 2021, le gouvernement établit un lien clair entre la fréquence des naissances et l'extrémisme religieux. Et la violation des politiques familiales constitue l'une des premières raisons de détention dans les VETC. Donc voilà, sur la politique familiale chinoise, qui est de l'enfant unique, le gouvernement fait un lien direct entre le fait de vouloir faire plusieurs enfants et l'extrémisme religieux, et justement, cette violation du planning familial, ou cette excuse de violation du planning familial, est une des premières raisons de détention dans les VETC. On enchaîne avec le sous-chapitre suivant, qui s'intéresse aux problématiques liées à l'emploi et au travail, et là, ça nous renvoie à plusieurs mentions qu'on a eues dans les articles précédents sur l'impact du développement, enfin sur la justification du développement économique dans les mesures de répression et de persécution. Dans l'article 117, le rapport mentionne que le gouvernement établit un lien entre la pauvreté, le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme religieux qui inciterait les populations à refuser l'apprentissage et l'écriture de la langue chinoise pratiquée, à rejeter les sciences modernes, à refuser l'acquisition de nouvelles compétences, à améliorer leurs conditions économiques et leur qualité de vie, et qu'en raison de tout cela, ils tomberaient dans la pauvreté prolongée. Donc là, l'article 117 nous expose un peu l'idée du gouvernement qui est que l'extrémisme ou le radicalisme pousserait les familles à tomber dans l'extrême pauvreté et que par conséquent, cela aurait des conséquences sur l'économie du pays. D'où leur responsabilité de rééduquer ces familles-là pour les sortir de la pauvreté. On enchaîne avec l'article 120 qui précise qu'une note blanche de 2019 mentionne que plusieurs apprenants qui ont complété leur cursus dans les VETC sont parvenus à retrouver un emploi dans des usines ou dans des entreprises. Et que les entreprises dans le Xuar ont fortement été incitées à recruter les membres des minorités ethniques, notamment ceux qui sont passés dans les centres VETC. Donc, recréer l'emploi, participer à la redynamisation du marché de l'emploi, c'est très bien. Ça, personne ne s'oppose à ça. Mais à quel prix ? Et c'est là que l'ONU interpelle. C'est toutes ces privations de liberté, toutes ces accusations et ces allégations de viol, de torture physique, de torture mentale, de persécution. Est-ce que tout cela peut être accepté sous l'excuse de vouloir faire repartir l'économie ? On ne peut pas accepter de telles privations de liberté, de telles sanctions et de telles persécutions pour le seul principe de vouloir relancer l'économie du pays. Ce qui est énoncé dans l'article 120 dans cette note blanche, c'est que les gens ont été diplômés et qu'ils ont pu accéder à un emploi, mais n'oublions pas ce par quoi ils ont dû passer pour en arriver là. Enchaînons avec l'article 121 qui précise que le gouvernement impose la responsabilité de la déradicalisation aux entreprises et aux syndicats selon les critères et les signes présentés dans les textes de loi. Fin de la citation. Et on avait vu que ces signes et ces critères sont extrêmement vagues
et donc sont des portes ouvertes à l'application arbitraire. Le rapport continue en précisant que les entreprises qui échoueraient à remplir leur rôle dans la déradicalisation seront sujettes à des pénalités et à des critiques. Donc même les entreprises sont mises sous pression pour contribuer à cet effort de lutte contre la déradicalisation et contre l'extrémisme, sous peine d'être sujettes à des sanctions et à des pénalités. Article 122, le rapport précise qu'une volonté insuffisante des populations pauvres à trouver du travail rend difficile la croissance de bénéfices. Donc là encore une fois, le gouvernement met en évidence et utilise cette excuse du développement économique pour justifier l'utilisation de ces centres de rééducation et de lutter contre la pauvreté et ainsi permettre au pays d'avoir une meilleure croissance. Passons au chapitre 7 qui s'intéresse à la séparation des familles et aux représailles. L'article 132 précise que, dans certains cas, lorsque des personnes sont emmenées dans les VETC, les membres de leur famille ne sont pas informés du lieu de détention, ni de la raison, ni de la durée. Des anciens détenus ont dit qu'ils n'avaient aucun contact avec leur famille pendant leur détention et qu'ils ne savaient même pas si leur famille savait où ils se trouvaient. Dans l'article 135, le rapport mentionne que, dans un cas, un individu a décrit avoir perdu contact avec sa femme et ses enfants et de 30 autres de ses proches, car chacun avait changé de numéro de téléphone ou ont simplement refusé de recevoir ses appels par peur de représailles. Alors que d'autres personnes interviewées témoignent « Je n'ai pas parlé avec ma famille car il m'a été ordonné de ne pas les contacter, sinon ils seraient envoyés eux aussi dans des centres de rééducation. » Sous-chapitre suivant, l'intimidation et les menaces de représailles. L'article 137 précise « Des intimidations et menaces ont également été rapportées par d'anciens détenus, dont certains ont été forcés à signer un document au moment de leur libération, leur interdisant de parler de leur détention dans les VETC. Dans la bouche d'un autre ancien détenu, nous devions signer un document nous forçant à garder le silence à propos des camps, au risque d'être détenus plus longtemps et qu'il y aurait des sanctions sur toute notre famille. » Article 138, le rapport mentionne « Certains ont également mentionné que des membres des familles dans le Xuar ont été victimes d'intimidation et ont subi des représailles directes en conséquence de leur dénonciation publique à l'international, incluant des détentions en VETC ou autres formes de détention. » Passons au chapitre 8, donc l'évaluation globale et les recommandations générales de l'ONU. Et là, dans ce chapitre, il s'agit donc de recommandations de l'ONU du point de vue du droit international, qui va interpeller la communauté internationale sur la situation des Ouïghours. L'article 144 précise que les violations des droits humains documentées dans cette évaluation découlent d'un système local, national, de lutte contre le terrorisme qui apparaît comme extrêmement problématique dans la perspective du droit international et des normes aux droits humains. Il contient des concepts vagues et élargis qui ouvrent la voie à la libre interprétation et à l'ouverture d'investigations élargies de forces préventives coercitives dans un contexte de garantie de liberté limitée et de surveillance. Cette infrastructure a conduit à de nombreux cas arbitraires de privation de liberté. Même si le gouvernement affirme que les VETC ne sont plus en activité, ils demeurent néanmoins toujours en place. Article 145, l'ONU poursuit « Les allégations de torture, de mauvais traitements, incluant l'administration forcée de traitements médicaux et conditions défavorables de détention sont crédibles, tout comme les allégations de violences sexuelles, bien que les informations détenues par le OCDH ne permettent pas de prononcer des conclusions précises sur les termes exacts de ces abus. Il est évident que le cadre hautement sécurisé des VETC et de leur raison d'être purement discriminante, associé à un accès limité à des recours effectifs ou à un contrôle par les autorités, constitue un terreau très fertile à l'application de telles violences et aux abus à grande échelle. L'article 146, l'ONU poursuit en disant que les systèmes de détention arbitraires et les schémas d'abus connexes dans les VETC et d'autres centres de détention s'inscrivent dans le contexte d'une discrimination plus large à l'encontre des membres des Ouïghours et d'autres minorités à prédominance musulmane sur la base de menaces à la sécurité. Cela comprend des restrictions de grande envergure, arbitraires et discriminatoires des droits de l'homme et des libertés fondamentales en violation des normes et des standards internationaux. Celles-ci incluent des restrictions indues sur l'identité et l'expression religieuse, ainsi que sur les droits à la vie privée et à la circulation. Article 149, le rapport poursuit « La situation des droits de l'homme dans le Xuar exige également une attention urgente de la part du gouvernement
des organes intergouvernementaux des Nations Unies et du système des droits de l'homme, ainsi que de la communauté internationale au sens large. Article 150. Cette évaluation a également été facilitée par la grande quantité de recherches qui ont été réalisées par des organisations non gouvernementales, des chercheurs, des journalistes, des universitaires au cours des dernières années et évaluées de manière indépendante par le HCDH. Article 153. Le HCDH recommande à la communauté internationale de soutenir les efforts visant à renforcer la protection et la promotion des droits de l'homme dans la région du Xuar, dans le cadre du suivi de ces recommandations. Les États devraient en outre s'abstenir de renvoyer en Chine les membres ouïghours et d'autres minorités à prédominance musulmane qui risqueraient d'y être refoulés et fournir une assistance humanitaire, y compris un soutien médical et psychosocial, aux victimes dans les États où ils se trouvent. Voilà pour la fin de la traduction de ce rapport. Sur l'article 149 et 150, cela met en évidence un point important, une responsabilité de chacun d'entre nous, notamment des structures humanitaires qui sont en contact des Ouïghours, qui ont des informations vérifiées ou des témoignages, de les partager, parce que c'est sur ce type d'initiative aussi que l'ONU peut produire des rapports de ce type-là et d'appuyer des accusations ou des allégations. Donc ne pas négliger ce travail de rapport, de recherche et de témoignage lorsque nous sommes, en tant qu'organisation humanitaire, en contact avec des membres de la communauté ouïghour ou d'autres minorités persécutées. Autre point important, le fait que l'ONU dénonce dans ce rapport-là du 31 août la situation des Ouïghours ne signifie absolument pas que le cas des Ouïghours est solutionné et que des changements vont être opérés par le gouvernement chinois. Absolument pas. Ceci étant, c'est un bon moyen de sensibiliser la communauté internationale sur la situation des Ouïghours. Mais cela n'empêche pas de continuer à œuvrer, à essayer d'apporter assistance, comme le précise l'article 153, en tant qu'organisation humanitaire ou en tant que citoyen, d'apporter assistance aux réfugiés ouïghours qui se trouveraient dans des pays étrangers. L'action individuelle reste importante, que ce soit en termes de recherche, de communication ou d'aide humanitaire, et l'existence de ce rapport ne veut pas dire que la situation des Ouïghours est solutionnée et qu'il n'y a plus de persécution. Alors voilà, c'est la fin de ce podcast. Donc j'espère que la lecture de ce rapport et ce décryptage vous aura permis de mieux connaître la situation des Ouïghours déjà, et puis de mieux comprendre les mécanismes de la persécution, de la discrimination, justifiés et légitimés par le droit. Également, il y aurait eu beaucoup de parallèles intéressants à faire et d'analyses à faire avec des situations présentes ou passées dans ce qui revient à la discrimination ou à la violation des droits fondamentaux des individus, mais c'était pas l'objet de notre podcast. On voulait vraiment se concentrer sur un décryptage factuel du rapport de l'ONU diffusé le 31 août 2022 sur le sort des Ouïghours. N'hésitez pas à échanger sur la base de ce podcast et de ce rapport dans les commentaires. Je vous remercie si vous allez partager ce podcast pour contribuer vous aussi à la mise en lumière et à la dénonciation du sort des Ouïghours dans la République populaire de Chine. Donc n'hésitez pas à partager et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah ta'ala, pour un nouveau podcast sur les thématiques humanitaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.